Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'issue des discussions ne faisait guère de doute, mais cela n'a pas empêché la décision de se faire attendre. Elle est tombée hier soir au sommet de Bruxelles. L'Ukraine est officiellement candidate à l'Union européenne. Première étape vers un long processus d'adhésion. Laura Van Lerberg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. C'est un petit pas pour les Ukrainiens, mais il est chargé de symboles. Oui, c'est le président du Conseil européen qui l'a annoncé en fin de soirée. C'est un moment historique, a-t-il déclaré. Ce feu vert envoyant un signal fort en pleine offensive russe sur l'Ukraine. Un résultat attendu par le pays et par son président Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, vous avez pris l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans. Cependant, cette décision ne concerne pas seulement l'Ukraine. C'est le plus grand pas vers le renforcement de l'Europe qui puisse être fait maintenant, à notre époque, et dans des conditions aussi difficiles. Alors que la guerre que mène la Russie met à l'épreuve notre capacité à préserver la liberté et l'unité. Jamais l'Union n'a été aussi prompte à accorder ce statut, illustration de sa solidarité envers le pays. Mais l'Ukraine doit encore faire des efforts en matière d'état de droit, d'oligarques ou encore de lutte contre la corruption. C'est ce qu'a rappelé la présidente de la Commission européenne. Si ces objectifs ne sont pas atteints au bout de plusieurs années, les 27 pourraient retirer ce statut de candidat. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, statut de candidat également accordé à la Moldavie. Les sourires ukrainiens et moldaves contrastés avec la mine crispée des dirigeants des pays des Balkans. La Serbie, le Monténégro ou encore l'Albanie attendent toujours, parfois depuis près de 20 ans, l'ouverture des négociations d'adhésion. Nous le disions dans les titres, la guerre en Ukraine a accéléré le calendrier européen. Parmi les conséquences du conflit, il y a la question de l'énergie. Le prix du gaz continue de flamber. Le gouvernement fait donc un nouveau geste en direction des particuliers. Les prix resteront bloqués jusqu'à la fin de l'année, annonce d'Elisabeth Borne. Si la France est moins dépendante du gaz russe que l'Allemagne, cela n'empêche pas de surveiller ses cuves. La jauge affiche actuellement 59%. L'objectif, c'est d'atteindre les 100% de stock d'ici l'automne. Pour autant, Maud Descamps, l'État pourrait bien demander aux Français de faire un effort côté consommation. En effet, avec l'arrêt de livraison de gaz russe et 26 réacteurs nucléaires à l'arrêt sur les 56 que compte le parc français, l'hiver prochain s'annonce compliqué. Nous allons devoir réduire notre consommation de 10%, a expliqué hier la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Ce qui peut être immédiatement activé, c'est la sobriété. D'abord au niveau de l'État. Et nous allons travailler avec des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre des décisions dès l'automne prochain pour réduire leur consommation d'énergie. Une réduction de la consommation qui s'étalera sur 2 ans, le temps que les entreprises mais aussi les agences de l'État s'adaptent, c'est-à-dire faire des travaux de rénovation énergétique, changer de mode de chauffage ou encore de rythme de travail pour réduire les heures de chauffe. Pas d'effort pour le moment demandé aux particuliers. Et en parallèle de ces économies d'énergie, pour sécuriser notre approvisionnement en gaz, la France veut remplir ses stocks à près de 100% d'ici le début de l'automne. La première ministre Elisabeth Borne a confirmé qu'un nouveau terminal méthanier flottant serait construit dans le port du Havre pour accueillir ce gaz naturel liquéfié, mais il ne sera opérationnel qu'à l'hiver 2023. Mode décor du service économie d'Europe 1. Le procès V13 des attentats du 13 novembre, il entre dans sa dernière ligne droite. Verdict attendu mercredi prochain. En attendant, les avocats de la défense continuent de plaider. Et cela fait maintenant 10 jours qu'ils se succèdent pour défendre leurs clients. 14 accusés présents dans le box, 14 histoires différentes et des responsabilités que chacun tente de minimiser. Mohamed Abrini, par exemple, le parquet a réclamé la perpétuité contre celui que l'on surnomme l'homme au chapeau et réquisition bien trop lourde selon ses avocats, Gladys Lafitte. Oui, ses avocats ont demandé au juge de ne pas le condamner à la prison à vie, mais à 30 ans de réclusion criminelle. Son application, il l'a reconnue, mais elle est circonscrite, tente de démontrer son avocate, point par point reprenant chaque élément du dossier. Elle rappelle que le 12 novembre, s'il accompagne les commandos à Paris, il rentre en Belgique et renonce à agir. Il apporte une aide précieuse à la cellule, c'est indiscutable, mais il ne tiendra pas de kalachnikov à la main, n'enfilera pas de gilet explosif. Le 13 novembre, il ne tuera personne, tonne l'avocate regardant chacun des juges dans les yeux. Durant ce procès, Mohamed Abrini, accusé volubile, avait apporté des éléments nouveaux sur les préparatifs des attentats et sur sa propre mission. Pour sa défense, ce pas vers le collectif, vers la vérité, dit-elle, doit être pris en compte dans le verdict final. À Bruxelles, le 22 mars 2016, il a renoncé encore. Rappelez-vous qu'il a toujours douté, conclut l'avocate. Aujourd'hui, ce sont les conseils de Salah Abdeslam qui doivent plaider pour défendre le dernier membre vivant des commandos. Gladys Lafitte du service politique
police-justice d'Europe 1. Nous partons aux États-Unis. Le pays est plus que jamais divisé sur la question des armes à feu. Le Sénat vient d'adopter cette nuit la loi sur le contrôle des armes. Mais dans le même temps, la Cour suprême annule celle promulguée à New York il y a seulement 3 semaines. La décision lourde de sens. Les New-Yorkais auront donc le droit de sortir de chez eux armés. Une victoire pour les défenseurs du port d'armes, mais une décision incompréhensible pour beaucoup d'Américains. Elle provoque déjà la colère des démocrates, Alexis Guilleux. Oui, à commencer par le premier d'entre eux, Joe Biden, extrêmement déçu par la Cour suprême. Cette décision va à l'encontre du bon sens et de la Constitution, estime le président. La gouverneure de New York parle d'un jour noir. Eric Adams, le maire de la ville, redoute lui une vague de violence par arme à feu et promet de tout faire pour renforcer autant que possible la législation. On ne peut pas laisser New York devenir le Far West. C'est inacceptable. Nous ne laisserons pas notre ville vivre dans la peur, que n'importe qui puisse être armé et que n'importe quelle altercation se transforme en fusillade. De son côté, la NRA, le plus grand lobby pro-armes des États-Unis, salue une victoire car avec cette décision, la Cour suprême renverse l'une des lois les plus restrictives sur le sujet et élargit en fait le deuxième amendement en consacrant d'une certaine manière le droit des Américains à sortir armés de chez eux sans permis ou justification. La décision devrait en effet faire jurisprudence et emporter avec elle d'autres lois restrictives sur le port d'armes comme celle du New Jersey ou de la Californie. La Cour agit sans mesurer les conséquences potentiellement mortelles de sa décision, estime pour sa part un juge progressiste qui rappelle qu'en 2020, 45 000 Américains ont été tués par arme à feu. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis la France à la conquête de l'Arctique, objectif comprendre le changement climatique. Tara Océans, c'est le nom de cette mission qui doit aboutir à la construction d'une station polaire d'ici 2024, c'est-à-dire demain pratiquement, un bijou technologique qui dérivera sur la glace du pôle Nord pour observer les perturbations engendrées par l'activité humaine, un défi scientifique qui intéresse décidément beaucoup de monde. Louise Salé. 40% du volume du pôle Nord a fondu en 40 ans. La Chine et la Russie ne cachent pas leurs ambitions de contrôler ce territoire de plus en plus accessible. Il est donc primordial de se renseigner sur la région. Pour Olivier Poivre d'Arbor, il est ambassadeur des pôles. La Chine sait très bien que les routes arctiques vont être libérées et une partie de ce commerce pourra passer par le Nord en gagnant 30 jours de trajet, c'est majeur. Si tout d'un coup vous avez une part des 92% du commerce mondial qui passe par l'Arctique, dans des routes qui seront pour l'une d'entre elles totalement sous souveraineté russe, les tensions vont être extrêmes. Elles le sont déjà. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre la science, la paix, la recherche en haut de l'agenda. La France, en retard sur le sujet, a lancé en avril une stratégie polaire de 700 millions d'euros, dont 13 millions dédiés à cette station. Il était largement temps, car nous avions perdu pied beaucoup par rapport à d'autres pays qui investissent 15 fois plus. Les Allemands vont construire un brise-glace d'un coût d'1 milliard d'euros qui va pouvoir aller en Antarctique et en Arctique. Donc nous réinvestissons sur le champ scientifique pour pouvoir retrouver la place qui était la nôtre au début du XXe siècle. Les données serviront aux armées et à la diplomatie française qui aura enfin une légitimité scientifique pour discuter encadrement et protection de cette zone convoitée. Louise Salé, puis du rugby, la finale du top 14 ce soir à 20h45. Elle opposera Castres à Montpellier au Stade de France. Et ce sera à suivre évidemment en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lama.